Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce marathon ludique numéro 9, un marathon ludique dans lequel nous allons aborder pas moins de 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14 jeux. Alors je vais rappeler très brièvement le principe des marathons ludiques pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien la chaîne. Tout simplement il s'agit d'une période sur laquelle j'ai enchaîné plusieurs jeux, voilà tout simplement. Donc là une période qui court sur 4-5 jours environ, voilà, et puis donc du coup 14 jeux pour cette période-là. Alors on va commencer ce marathon ludique par une découverte pour moi, pourtant ça faisait des années que ce jeu traînait vraiment dans ma ludothèque, c'est Love Letter que vous êtes très certainement très nombreux à connaître, mais moi voilà, je l'ai découvert lors de ce marathon. C'est un jeu qui m'intriguait depuis un bon petit moment déjà, mais je vous l'ai dit, voilà, ça fait des années qu'il traîne dans ma ludo, donc je me suis jamais vraiment décidé à l'ouvrir, et là, bam, voilà, l'occasion s'est présentée. Alors il m'intriguait pour plusieurs raisons, déjà parce que il y a ce petit packaging qui est assez original, voilà, dans une bourse de velours pourpre, et puis j'ai toujours entendu dire que c'était un petit jeu exceptionnel, et donc voilà, il fallait absolument le tester. Alors on l'a testé en configuration 2 joueurs. Donc moi je connais déjà un petit jeu qui ressemble finalement pas mal à Love Letter, qui est Bravehearts. J'en ai parlé dans mon top 2 joueurs. Et donc on est un petit peu sur le même principe avec des cartes très simples indiquant une valeur et des pouvoirs spéciaux pour chaque carte. Et à chaque tour de jeu, on se contente de ne jouer qu'une seule carte. Donc c'est un jeu dans lequel voilà, il va falloir remettre des lettres d'amour à la princesse pour pouvoir devenir son prétendant officiel. Et donc les cartes représentent les différents messagers officiels qui peuvent apporter ces fameuses lettres d'amour. Tous les messagers ne sont pas aussi proches de la princesse. Et donc le but du jeu, ça va être absolument de conserver dans sa main jusqu'à la fin de la manche la carte de la plus haute valeur possible. Donc voilà, on joue une carte, ça déclenche un pouvoir, ça peut permettre d'assassiner des cartes dans votre main, ou de prendre connaissance de la main justement pour pouvoir préparer le prochain assassinat, etc. etc. Alors la manche se termine lorsque toute la pioche est écoulée, ou lorsque les autres joueurs sont éliminés. À chaque fois qu'on est le plus fort en fin de manche, on va récupérer une petite faveur de la princesse qui est représentée par un petit cube en bois rose ou rouge, je sais plus. Nous ici on appelle ça des bisous, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on reçoit un bisou de la princesse, notre petite fille elle vient nous déposer un petit bisou sur la joue, c'est magique. Bon du coup chez nous on va pas se mentir, ça rajoute énormément à l'intérêt du jeu. Mais sinon voilà, c'est un petit jeu simple qui est facile à expliquer, qui à mon avis gagnerait à être pratiqué plus nombreux qu'à 2 joueurs, parce que je pense qu'en termes d'ambiance, ça fait un petit peu plus voilà cour des prétendants, et je pense que le jeu gagne énormément en intensité. Donc voilà, Love Letter pour moi c'est pas forcément un essentiel à avoir dans sa ludo, mais je considère qu'un petit jeu comme ça, qui prend pas beaucoup de temps à installer, qui prend pas beaucoup de temps à expliquer, qui prend pas beaucoup de temps à pratiquer, c'est toujours intéressant d'avoir ça chez soi. Alors ensuite ici on a Cartaventura Lhasa, que j'avais déjà présenté dans un précédent marathon ludique. Cartaventura qui est une licence que vous connaissez bien parce que j'ai également fait un let's play sur Cartaventura Vinland, sur le thème des vikings. Donc là c'est Lhasa, c'est le Tibet. J'en ai déjà parlé dans un précédent marathon ludique, je vous avais dit que j'avais perdu vers le milieu du jeu, en fait, c'était un petit peu avant ça même, et là j'ai enfin réussi à obtenir l'une des fins de Cartaventura Lhasa. Effectivement, selon moi, il est, alors peut-être pas forcément meilleur que Vinland, contrairement à ce que je disais au début, mais au moins du niveau de Vinland. Voilà, c'est un très bon jeu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les Cartaventura, tout simplement, c'est l'équivalent des livres dont vous êtes le héros en jeu de cartes. Voilà, vous allez développer vraiment une map en fait devant vous, sur laquelle vous allez explorer plusieurs endroits. Alors dans Vinland, forcément, c'est le Groenland, c'est le Vinland, etc., etc. Mais là, ici, donc, ça va être le Tibet. Alors vous allez passer par plein d'endroits fabuleux. Et donc c'est très bien écrit. Vous allez vraiment être immergé dans la situation géopolitique de cet endroit du monde à cette époque-là. Et c'est un jeu qui est quand même porteur d'un message plus ou moins subtil, voilà, sur notre condition humaine, le matérialisme, le capitalisme, la quête de soi. Il est rejouable parce qu'il y a 5 ou 6 fins disponibles, comme dans Vinland. Alors après, vous laissez pas avoir par le côté, c'est des jeux qui sont jouables en coop, etc. Non, c'est des aventures qu'il faut vivre en solo, à mon avis. C'est des choix à prendre qui sont assez lourds de conséquences et de sens dans le jeu. Vous l'aviez vu sur le Let's Play Vinland, des fois je me demandais vraiment quel était le bon choix à faire. Non, vraiment, vivez-le en solo, il faut que ça vous appartienne. Donc ça, je recommande bien entendu fortement, surtout si vous êtes fan de livres dont vous êtes le héros, de jeux vidéo narratifs, que sais-je. Alors ensuite, un petit peu dans la même veine, on va avoir ici Ligili, vous voyez. Alors Ligili, qu'est-ce que c'est? C'est une BD dont vous êtes le héros pour les 3 à 7 ans. Alors...
3 ans, il voit vraiment très petit, hein. Même accompagné 3 ans, je suis pas sûr que un enfant reste connecté à l'aventure de Ligili. Voilà, moi ma fille a 7 ans, donc du coup elle a pu le pratiquer avec moi, accompagné, je pense qu'elle aurait pu le faire tout seul également, il y a des petites parties qu'elle a fait toute seule d'ailleurs, mais moi ça m'intéressait vraiment de partager cette aventure avec elle, elle était ravie. Donc Ligili, vous connaissez très certainement l'éditeur Makaka, hein, qui est un spécialiste en fait de ce genre de BD dont vous êtes le héros. Moi c'est la première, non c'est la deuxième que j'essaye chez eux, puisqu'on avait déjà fait Sherlock Holmes avec mon épouse. Sherlock Holmes que je recommande d'ailleurs, mais alors là, Ligili, ils ont poussé le concept encore plus loin. Donc on est dans un monde... ah, il y a la petite fiche qui sort là, ici, sur notre aventure. Il y a... donc on est dans un monde totalement, voilà, enfantin, cartoonesque, chez les petits malins, voilà, dans le petit village des petits malins. Et on va découvrir, on va se balader ici dans ce village, dans ses alentours, la mare, la ferme, etc. Je vais pas tout vous spoiler non plus. Mais en gros, Ligili, c'est qui? C'est ce petit bonhomme là, ici, cette petite... c'est un oiseau, voilà, une grue, je ne sais pas, voilà, qui va distribuer des courriers à tous les habitants du village, qui sont tous des animaux, voilà, et donc du coup, il a plusieurs missions. Il a, bon, distribué le courrier quotidien, en fait, il en a vraiment beaucoup, hein, des lettres à distribuer tous les jours. Il a aussi une mission qui est de retrouver les objets de ses amis qui sont en plein déménagement, et donc ces objets vont être disséminés un petit peu partout, sur les différentes cases, il va falloir ouvrir l'œil, hein, vraiment pour trouver tous les objets. Et puis il a aussi des lettres urgentes. Alors pour les lettres ordinaires, en fait, c'est assez simple, il y a un petit logo en fait sur les différents personnages qui peuvent recevoir une lettre, et donc c'est une petite bulle en fait, et donc ça montre que vous pouvez parler à ces PNJ, et donc du coup leur remettre leur lettre, et donc à chaque fois que vous remettez une lettre, et ben vous cochez. Donc nous on n'a pas voulu abîmer le livre, hein, puisque tout est prêt, hein, pour réaliser ces missions. Voilà, tout était écrit ici, comme dans un parfait livre dont vous êtes le héros. Voilà, vous pouvez cocher. Vous pouvez également imprimer ou télécharger, je crois, sur le site web de Makaka. Nous on a fait notre petite fiche comme ça, voilà, à l'arraché. Et pour les lettres urgentes, ben c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'en fait déjà il faut trouver la personne qui a une lettre à remettre, et ensuite il faut trouver la personne à qui remettre la lettre. À l'intérieur il y a des mini-jeux, voilà, il y a tout un tas de choses. On prend vraiment plaisir à se balader comme ça dans ce petit village des petits malins. Je pensais vraiment que c'est quelque chose qui se finirait en l'espace d'un quart d'heure, 20 minutes, voilà, qui serait assez simple à faire. Au final, ben on y est revenu 3 jours d'affilée dessus, parce que il y avait toutes ces lettres à distribuer, on avait envie de réussir tous les challenges, les objets à trouver, etc., etc. Donc on peut s'y perdre quand même un bon moment. Ça peut être un peu pénible parfois, parce qu'il y a ce petit syndrome, je vais à un endroit, puis je suis obligé de repasser par 150 endroits avant de rejoindre l'endroit sur lequel je dois livrer, hein. Ça fait un petit peu pick and delivery, vous savez. Surtout qu'il y a des endroits de la map, je trouve pas que ce soit super intuitif de les trouver en fait. Moi je recommande chaudement, parce que vraiment là, si vous voulez offrir une aventure un petit peu RPG comme ça à des enfants, allez, à partir de, moi je dirais à partir de 6 ans, voilà, jusqu'à 9-10 ans, c'est quelque chose qui, à mon avis, a sa place dans leur bibliothèque ou dans leur ludothèque. Et là, nous, on a pris également Chaton et Dragon, voilà, c'est ça. Donc je pense que le principe va être très différent, ça va pas être distribué des lettres, là, pour le coup, ça va plutôt être distribué des bourre-pif, à mon avis, mais il me tarde d'essayer ça avec ma fille. Alors ensuite, on a joué à un jeu qui est un classique, vous allez le voir. Est-ce que vous connaissez cette boîte? Non, vous ne connaissez pas cette boîte. Est-ce que vous connaissez cette autre boîte? Non, pas du tout. Vous ne connaissez absolument pas ces boîtes. Et pourtant, à l'intérieur, eh bien, il y a un classique du jeu de cartes. Un classique du jeu de confrontation asymétrique. Vraiment, vous allez voir. Attendez, je vais ouvrir les boîtes. Hop, hop, hop. Regardez, regardez, regardez. Hop là. Voilà quoi on a joué. Regardez, hop, avec le dos des cartes, c'est peut-être plus facile. À Pokémon. Voilà, c'est la première fois de ma vie que j'ai joué à Pokémon. Et honnêtement, c'était génial, vraiment, Pokémon, moi je recommande. Alors, Pokémon, moi mon contact avec Pokémon c'est quoi? Je n'ai jamais vu l'animé, enfin j'ai vu quelques épisodes, bien entendu, je suis tombé dessus comme ça par hasard, et puis mes enfants avaient regardé 1 ou 2 épisodes, mais bon, ils n'étaient pas vraiment hyper emballés. Mon autre contact avec Pokémon, c'est... Alors moi je suis un petit peu trop vieux en fait pour avoir collectionné les Pokémon lors de leur démocratisation en Europe, on va dire. Mais par contre j'ai vu mon frère et ma soeur y jouer, me dire que c'était génial, etc., etc. Mais c'était dans cette fameuse période, j'en avais déjà parlé, voilà, où je m'intéressais un petit peu moins, où j'avais moins le temps, d'autres centres d'intérêt, etc., etc. Et donc du coup, moi j'étais plus grand, et donc du coup j'ai pas plongé dedans. Mais je me suis toujours dit que très certainement ça avait un intérêt, voilà, pour qu'il y ait autant de joueurs à travers le monde. Je n'ai jamais joué aux jeux vidéo, et je me rends compte qu'autour de moi, en fait, quand j'ai parlé de Pokémon, voilà, que j'ai dit que j'avais joué à Pokémon, je me rends compte qu'il y a finalement pas tant de joueurs que ça de Pokémon. Souvent les gens ils ont joué aux jeux vidéo,
ou alors ils ont collectionné les cartes mais sans jamais y jouer, et c'est le cas des copains et copines de mes enfants en fait. Ils collectionnent les cartes mais ils ne jouent pas. Et quand j'ai constaté ça, mais je me suis dit mais attends, les filles, donc du coup elles ont jamais acheté de cartes Pokémon, en fait c'est leurs copains et copines qui leur donnent les doubles tout simplement. Et donc je me suis dit mais c'est con, tu vois, vous avez quand même là peut-être une centaine de cartes, 120 cartes, j'en sais rien, presque assez pour faire 2 decks en fait. Et pourquoi on ne tenterait pas d'y jouer? Alors je me suis vite aperçu qu'en fait il manquait pas mal de cartes dedans, il nous manquait des énergies qui donc alimentent les coups d'attaque en fait des Pokémon. Il nous manquait pas mal d'évolutions, il nous manquait les cartes dresseurs, voilà, qui sont des cartes objets en fait qui permettent d'améliorer de faire tourner notre main, etc., voilà, qui sont des événements en fait. Et donc du coup je me suis mis en tête de compléter un petit peu leur deck de manière à faire des decks. Alors, je connais pas Pokémon, donc je vais pas dire intéressant, mais en tout cas des decks viables, voilà, avec une variété de cartes à l'intérieur qui puissent déclencher les coups, etc., etc. Et donc on s'y est mis là, donc on a fait des decks comme ça de chaque énergie, hein. Donc on a de l'élec, on a du métal, on a du feu, on a des plantes, on a de l'eau, de la magie, etc., etc. Donc on a les decks à peu près de tout ce qui existe en Pokémon. Donc après, les cartes sont très disparates, parce que du coup, les filles avaient récupéré des cartes qui étaient parfois très abîmées, il y a des cartes qui sont protégées, d'autres non, il y a des cartes de toutes les collections. J'ai récupéré des tokens pour marquer les points de vie, les blessures, etc., les statuts. Donc du coup, on a pu jouer dans de bonnes conditions. Et Pokémon, c'est formidable. Franchement, en termes de... Moi, je trouve que la mécanique est très bonne. Avec, donc vous avez un seul Pokémon au centre, et pour ceux qui connaissent pas, qui peut évoluer un petit peu comme il veut, qui peut déclencher des attaques à partir du moment où on lui attache des énergies. Alors des énergies, on ne peut en attacher qu'une seule par tour, ça peut être très bien sur le Pokémon au centre comme sur les Pokémon du banc, puisqu'on peut préparer des Pokémon voilà, en arrière, jusqu'à 5 Pokémon en arrière, pour pouvoir intervenir si jamais le Pokémon central se fait buter tout simplement, ou s'il pratique une retraite. Quand vous faites des retraites, il y a des énergies qui sont détachées de votre Pokémon central, donc voilà, c'est bien pensé. Il y a tout plein d'attaques qui sont assez diverses et variées. Alors bien sûr, il y a des attaques de base qui vont juste faire perdre des points de vie en face, mais il y a des attaques qui demandent à lancer une pièce, voilà, pour savoir si elle se déclenche ou pas. Il y a des attaques qui permettent de paralyser le Pokémon d'en face, de l'endormir, de le faire devenir sonner, voilà, il y a tout un tas de statuts. Et en plus, du coup, il y a des Pokémon qui sont plus ou moins sensibles à certaines attaques, voilà, avec des faiblesses, par exemple, pour les Pokémon feu vis-à-vis des Pokémon eau, avec au contraire des résistances, donc il y a des Pokémon qui vont résister mieux à certaines attaques. Et bien entendu, le gros point fort de Pokémon, c'est ces fameuses évolutions, c'est-à-dire que voilà, tu poses ta carte au milieu, et tu sais qu'elle peut être boostée. À tout moment, tu peux avoir un tout petit Pokémon, voilà, qui va se transformer, qui va vraiment gagner en puissance. Pour ceux qui connaissent Pokémon, moi j'ai fait ma première partie contre un Hippodocus. Voilà, je sais pas si vous voyez un petit peu ce que c'est. Je me suis fait écraser, laminé du début à la fin. Le truc était énorme, le truc te balance des attaques genre à 170, tu vois, c'est un truc de fou furieux. Mais ensuite on a enchaîné sur une seconde partie où voilà, il y a eu une petite initiation à la défaite pour mes filles. Quand vous butez un Pokémon adverse, vous récupérez une carte récompense. Quand vous avez récupéré 6 cartes récompense, vous avez gagné la battle. Donc pour moi le jeu est très fluide, très intuitif, très bon, surtout si vous êtes habitué déjà au jeu de cartes de confrontation asymétrique. Alors pour un gamin, c'est pas forcément quelque chose d'hyper intuitif, hein, on est bien d'accord. Là il faut peut-être l'assistance d'un adulte sur les premières, deuxième, troisième parties évidemment. C'est pas forcément évident comme ça de jouer à Pokémon sans avoir un adulte pédagogue qui va expliquer les règles. Après moi de mon côté j'ai bon espoir que du coup elle convertisse ses amis et que du coup ils se mettent à jouer et pas juste à collectionner. C'est un peu triste quand même d'avoir juste de grands classeurs avec plein de cartes à l'intérieur et puis que finalement tu saches pas jouer, c'est un petit peu dommage. Le but de Pokémon c'est quand même d'y jouer et c'est vrai que le jeu est très bon, hein. Vous voyez, nous d'ailleurs on les a pas mis en classeur les cartes, on va pas réaliser de deck building à chaque partie ni rien, hein. Ça sert à rien, vous le savez, moi j'aime pas ça. Je considère que c'est une perte de temps. Moi ce que je veux c'est jouer le plus rapidement possible, mes filles aussi je pense. Donc du coup nous voilà, on a fait nos decks préconstruits et c'est un jeu qui en soi est vraiment très intéressant à jouer, très technique. Il y a un petit peu de chaos à l'intérieur aussi qui fait du bien, et honnêtement là je vous le dis, je comprends totalement qu'on puisse être fan de ce jeu et qu'on puisse s'intéresser grandement à ce jeu parce que c'est un jeu qui vaut le coup. Donc est-ce que je recommande Pokémon? Oui forcément, voilà, c'est un jeu qui est très bon. Si chez vous vous avez des cartes qui traînent, si vous en avez assez pour constituer des decks, alors un deck c'est 60 cartes, hein, donc voilà, si vous voulez jouer, bien entendu il vous en faudra au moins 120, faut vérifier qu'il y a assez d'énergie dedans, je vous dis des cartes dresseurs, etc., etc. Je vous laisse vous renseigner en regardant les règles. Je pense que je ferai une vidéo sur Pokémon parce que vraiment ça vaut le coup. Voilà, moi je suis assez séduit par ce jeu, on y rejouera, c'est certain. Alors ensuite, alors là un jeu qui va donner un sentiment beaucoup plus mitigé, et pourtant j'adore Codenames, mais je vais vous expliquer un petit peu le contexte, vous allez voir. Alors déjà pour vous dire, je connaissais
déjà bien sûr Codenames, Codenames qui est un essentiel du party game, hein, bien entendu, ça vous le savez. Je pense qu'on aura une vidéo sur la chaîne un de ces jours là aussi, parce que pour moi c'est vraiment un essentiel à avoir dans la ludo, c'est devenu un classique. Alors Codenames, pour ceux qui connaissent pas, eh bien vous avez 25 mots devant vous, vous avez deux équipes qui vont s'affronter en fait, et puis vous allez essayer de faire deviner un maximum de mots à chaque tour, en donnant un seul indice et un nombre de mots qui sont affiliés à cet indice. Alors après il faut faire hyper gaffe, parce que tu peux sans le faire exprès faire deviner des mots qui appartiennent aux adversaires, et donc c'est eux qui vont marquer les points. Tu peux aussi tomber sur un assassin qui va mettre fin à la partie. Donc voilà, c'est un jeu qui est très malin, c'est un jeu qui apporte beaucoup de fun, beaucoup de fou rire, c'est très très bon Codenames, ça je vous le recommande chaudement, c'est un essentiel, vous devez absolument l'avoir. Et donc on a testé Codenames Duo, qu'on connaissait pas du tout, et qu'il fallait absolument qu'on teste avec mon épouse, voilà, je vais le mettre à l'endroit, ce sera mieux, qui est également efficace, donc on joue en coop à Codenames, et ça c'est plutôt cool. Donc est-ce que c'est un essentiel ? Je sais pas forcément. Vraiment, si vous êtes fan de Codenames, prenez-le, parce que voilà, ça permet de jouer à deux, et ça c'est plutôt cool, ça permet de rajouter de nouvelles cartes. Si vraiment vous jouez beaucoup, ça permettra de renouveler un petit peu le jeu de base. À l'intérieur, il y a tout un tas de missions qui vont permettre vraiment de proposer de vrais challenges pour le jeu à deux. Nous, en tout cas, la partie nous a plu, on a trouvé ça plutôt dur. Mais voilà, ça vient pas forcément du jeu, hein, ça vient peut-être de nous, tout simplement. Mais c'est très bien. Alors par contre, Codenames, là, elle m'a laissé un sentiment un peu mitigé. C'est pas la faute de Codenames, c'est tout simplement que voilà, on était en réunion familiale, et l'idée de base c'était comme d'habitude en fait de jouer à pas mal de jeux, et il s'avère que nous on avait déjà testé le Codenames avec ma femme juste avant la partie de Codenames générale de la soirée, donc bon voilà, pourquoi pas, à la limite, moi il y a de l'ambiance et tout. Codenames, je dirais jamais non, je pense à un Codenames comme ça impromptu. Mais voilà, après derrière la deuxième soirée ça a été Codenames aussi. Si vous voulez, moi ce genre de jeu, Codenames, Mysterium, Dixit, ça peut être, comment il s'appelle, 1989, Greenville, je sais plus. Voilà, Greenville 1989, c'est bien ça. C'est le genre de jeu, à mon avis, qu'il faut jouer de manière sporadique. Voilà, il faut qu'il y ait du temps qui passe entre deux parties, parce que sinon vous pourrissez totalement le jeu. C'est des jeux qui ont quand même une rejouabilité pour moi limitée, dans le sens où c'est des jeux de communication, voilà, avec des cartes, avec... Typiquement un Dixit, ils ont fait une partie de Dixit dans l'après-midi, moi on en avait déjà fait un, je sais plus, le week-end dernier. À chaque week-end, faut sortir le Dixit là. Moi c'est le genre de jeu, non, il faut l'économiser, parce que sinon en fait, au bout d'un moment vous en aurez plein le cul. Vous savez, c'est comme une musique que vous allez écouter beaucoup parce que vous l'adorez, puis vous l'avez tellement entendu au bout d'un moment, parce que vous êtes tellement gavé sur une très courte période de cette musique, que vous pouvez plus l'encadrer. Du coup, en tout, en termes de manches, on en a fait quand même peut-être une vingtaine, une trentaine de manches de Codenames. Donc au bout d'un moment, ok, tu joues avec les mêmes personnes, etc., mais quand t'as les mêmes mots qui reviennent, tu peux avoir du coup des indices qui reviennent des précédentes parties, etc. Ça commence à perdre en intensité, tu sens que voilà, l'ambiance commence à retomber, etc., donc voilà, pour moi, les party games en général, hein, pas forcément que ceux que je viens de citer, mais les party games en général, c'est des jeux qui s'économisent. C'est des jeux qu'il faut pas sortir tous les week-ends, c'est des jeux qu'il faut pas sortir comme ça sur 3 soirs d'affilée. Surtout que moi, je suis un joueur en plus, voilà, à un moment donné, il me faut plus que ça. Voilà, j'adore les party games, j'adore les jeux de communication, mais à un moment donné, il me faut des jeux un petit peu plus consistants. Il me faut des jeux qui font appel à d'autres mécaniques, des jeux, sur lesquels on va peut-être être moins nombreux à jouer, mais sur lesquels, on va pouvoir peut-être réfléchir un petit peu plus, peut-être des jeux plus thématisés, etc. Bon voilà, je pense que si vous êtes des joueurs de jeux de société, vous aussi, vous avez envie de tourner de temps en temps. Voilà. Et donc là, voilà, Codenames m'a énervé sur ce marathon ludique, mais c'est pas la faute de Codenames, c'est la faute que, voilà, à un moment donné, faut savoir passer à autre chose. Donc Codenames, bien entendu, que je recommande. En plus, là, c'est cool pour ce marathon, il me compte pour 2 jeux. Il y a Codenames et Codenames Duo, donc ça me permet d'arriver à 14, c'est très bien. Mais voilà, c'est bien sûr que c'est des jeux essentiels. C'est du jeu que je recommande, mais par contre, voilà, avec modération, bien entendu. Alors ensuite, un excellent jeu, là, pour le coup. Alors celui-là, si vous avez des gosses, prenez-le, vous allez passer d'excellents moments. Alors Unlock, je pense que vous connaissez tous Unlock. Unlock qui est une suite de jeux, voilà, qui permet de pratiquer les escape games dans son salon, chez soi, bien au chaud, tranquillement. Alors Unlock, de manière générale, c'est plutôt une bonne licence, voilà, on s'amuse bien, c'est bien écrit, en général c'est assez immersif, il y a des thèmes qui sont bien portés, il y a des systèmes de jeu qui sont assez innovants à chaque scénario, l'application est bien utilisée. Alors là, la grosse différence,
c'est que Unlock Kids, il n'y a pas d'application, ce qui permettra de tenir les enfants éloignés des écrans. C'est vraiment bien écrit. Franchement, moi je trouve que y a tout plein d'idées super novatrices à nouveau dans ces Unlock. Ça prouve que Unlock n'est pas au bout encore de ses surprises. Vraiment, c'est vraiment une licence qui se renouvelle en permanence, qui réussit à trouver de bonnes idées, là je vous le dis, même sans appli. Moi j'ai vraiment été, on a tous été transportés vraiment dans cet univers. Alors on n'a pas tout fait encore, on a fait que le premier univers. Alors c'est une boîte un petit peu particulière là aussi, parce qu'en fait il y a, comme dans les boîtes adultes, 3 univers, mais à chaque fois, dans chaque univers, il y a 2 enquêtes ou aventures différentes. Donc nous on a fait que la première, hein, qui se passe, qui est où ? Qui est là, voilà, qui se passe à la campagne, voilà, avec des animaux. Et donc du coup on a fait le premier univers, mais on a fait les 2 enquêtes dedans. Donc la première c'était une invitation à un anniversaire, voilà, fallait remettre là aussi des invitations un petit peu comme dans Ligili, donc on n'était pas perdu. Et puis la deuxième c'était une poule qui avait disparu et donc il fallait enquêter. Alors là on n'est plus vraiment en fait dans de l'escape game, hein. Vraiment on perd totalement le côté faut sortir de la pièce, attention, vite. Non, là c'est vraiment, c'est des enquêtes, c'est de l'aventure. Et au final, c'est pas plus mal. Honnêtement, moi, un des unlocks qui m'a le plus plu, c'était celui sur Star Wars. C'était celui qui faisait le moins escape game finalement, parce qu'il était souvent en milieu ouvert. Tu sentais que derrière, il y avait surtout, voilà, l'appel à l'aventure. C'était surtout un prétexte pour développer un scénario dans l'univers de Star Wars qui soit intéressant. Et finalement, bon, l'escape game, à part l'un des 3 scénarios qui faisait vraiment un escape game parce qu'il fallait s'échapper d'un vaisseau, mais après les autres, honnêtement, voilà, c'était vraiment un prétexte pour vivre une aventure dans Star Wars. Bah là on est typiquement là-dedans, en fait, on a vraiment un thème qui est prépondérant. Et pour moi, ça marche du tonnerre, c'est-à-dire que vraiment, l'univers est crédible, en tout cas le premier qu'on a joué est crédible. Il y a tout un tas d'idées super à l'intérieur, c'est accessible pour les enfants, vraiment. Alors, bien entendu qu'il faut les accompagner, mais en plus, comme il n'y a pas d'application, du coup, ils ont complété avec un petit peu plus de matériel, donc il y a des petits tokens qu'on va pouvoir retourner, on va découvrir des objets. L'aventure commence toujours avec un objet particulier, genre une page de journal, ou justement une invitation à un anniversaire, etc. Donc il y a tout plein de trucs hyper fun. Moi je trouve que les illustrations sont très réussies. Autour de la table il y avait une personne de 60 ans, il y avait ma femme et moi, donc qui avons entre 35 et 40 ans, voilà. Et puis il y avait mes 2 enfants, donc de 5 et 8 ans. Et donc du coup tout le monde a adhéré, c'était vraiment, on était tous à fond. Moi je vous dis, j'ai vraiment adoré tous les éléments de jeu qu'il y avait dedans, le système de jeu, l'intrigue et tout. On était morts de rire. Franchement c'est un jeu... Alors après, on est peut-être un public facile, j'en sais rien, mais nous on a rigolé, vraiment c'est très fun. Honnêtement, il y a beaucoup d'humour dans ce Unlock Kids, et en tout cas, il sera efficace auprès de vos enfants. Alors ici, un sentiment plus mitigé pour ce jeu, Agricola Famille. Vous le savez chez nous, enfin si vous êtes habitué de la chaîne, vous savez chez nous, on est plutôt fan d'Agricola. C'est un jeu qui marche bien, que ce soit auprès de moi comme auprès de ma femme. Voilà, c'est un jeu qui fait un petit peu peur au demeurant, pour les personnes qui sont pas forcément habituées aux jeux de société modernes, parce qu'il y a plein de matos, il y a plein de mécaniques différentes. Donc, que penser de cette version famille ? T'es quand même en droit de te dire quand t'achètes un jeu comme ça que ça va être un petit peu simplifié par rapport au jeu adulte. Honnêtement, on n'a pas vu beaucoup de différence avec le jeu adulte, hein, vraiment. Limite, on l'aurait fait jouer notre grande au jeu adulte, il n'y aurait pas eu beaucoup de changements par rapport à cette boîte. Je vous montre un petit peu le dos quand même. Alors, vous avez toujours les meeples bétail, vous avez toujours de quoi planter. Alors, il n'y a que les céréales dans ce jeu, il n'y a pas les légumes, voilà. Il n'y a pas besoin de construire en fait les clôtures avec des petits morceaux de bois, etc. Là, vous achetez des pâturages déjà prêts. Il y a des aménagements à faire dedans, il n'y en a pas autant bien sûr que dans la version famille, mais il y a quand même des aménagements. Il n'y a pas de savoir-faire, mais après tout le reste, honnêtement, ça ressemble beaucoup. C'est-à-dire que vous allez devoir récolter des matières premières, que ce soit du bois, que ce soit de l'argile, que ce soit du roseau, vous allez devoir construire des pièces de maison, les rénover, comme dans le jeu de base, vous allez faire des enfants, vous allez devoir prendre du bétail, à la fin il va falloir nourrir la famille, sinon bien sûr vous prenez de la mendicité, vous allez devoir faire procréer vos petits animaux, vous allez devoir récolter vos ressources, les illustrations sont un petit peu plus modernes, voilà, mais sinon, dans la mécanique de jeu, je trouve que pour 8 ans, ça commence quand même à être du méga velu, quoi. Je veux dire, je connais pas d'autres jeux, il me semble,
qui, à partir de 8 ans, soit aussi velu que Agricola Famille. Donc, honnêtement, je pense qu'on l'aurait pas acheté, on aurait pratiqué directement sur la version de base. Ça aurait pas changé grand chose, voilà, je vous dis, il y a quelques petits trucs en moins, je vous dis, les légumes, voilà, les clôtures qui sont déjà préfaites, il y a moins d'aménagements et tout ça, mais la version de base, tu peux y jouer sans les aménagements et tout. Donc voilà, ça change pas grand chose, voilà, les enfants disposent désormais de leur Agricola, mais est-ce un essentiel pour vos enfants? Je ne crois pas, honnêtement, adaptez peut-être un petit peu votre version de base et ça suffira. Il n'y a pas, si vous voulez, d'apport substantiel comme par exemple... Mon premier voyage pour les aventuriers du rail, où tu peux faire jouer des enfants qui ne savent pas lire, parce que tu as de jolis dessins dessus qui représentent chaque ville, etc. Donc tu sais faire les liaisons entre une ville et une ville. Là, il n'y a pas tout ça. Là, t'as quand même beaucoup de... C'est très mécanique, il y a beaucoup de choix à faire. C'est des choix qui sont pas forcément évidents pour des gamins comme ça de 7-8 ans. Donc il y a vraiment une grosse courbe d'apprentissage. Il va falloir vraiment briefer ma fille là pour qu'elle comprenne un petit peu. En plus, bon, au début, elle voulait pas manger ses moutons, ses bœufs et tout ça. Hein, donc c'était un petit peu problématique pour elle de nourrir sa famille. Donc il y a ça qui s'est ajouté en plus. Mais c'est vrai que ça lui a plu, le jeu, attention je dis pas, hein, ça lui a plu, c'est pas quelque chose qui l'effraie parce que voilà, elle est habituée à jouer à des jeux de société depuis très longtemps, donc bien entendu que ça l'effraie pas. Maintenant tu mets ça dans la main d'un gamin qui a pas des parents joueurs, qui a pas l'habitude de jouer, etc., je vous garantis que il risque de transpirer fort, et ses parents aussi, je pense. C'est vraiment du jeu à l'allemande pur et dur, voilà, et même si il y a marqué famille sur la boîte, ne vous méprenez pas, ça va être costaud. Vraiment, si vous n'êtes pas habitué aux jeux de société modernes, ne prenez pas ça pour vos gosses. Hein. Et si vous y êtes déjà habitué, si vous adorez déjà Agricola, ben je vois pas trop l'intérêt de prendre ça, parce que ça ressemble trop à Agricola adulte, en fait. Donc... Je vois pas l'intérêt. Elles ont leur propre Agricola désormais, c'est très bien pour elles, mais c'était pas essentiel. Alors ici, un autre jeu pour les enfants, autrement plus accessible, pour le plus jeune âge, voilà, alors à partir de 5 ans, oui ça marche je pense. Nom d'un renard, alors on m'en a parlé plusieurs fois de ce jeu-là, Nom d'un renard. On m'a dit c'est un jeu d'enquête, c'est génial, il a pris l'As d'or en 2018, pardon. Alors ça ressemble tout simplement à un mix entre un Cluedo et un Qui est, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver un suspect plus un mystère de Pékin même, voilà, il va falloir trouver un suspect en fonction de ses caractéristiques physiques et plus particulièrement des accessoires qu'il porte. Alors il y en a qui portent des parapluies, il y en a qui portent des bagues, des colliers, etc., et donc au fur et à mesure de la partie, eh bien, on va comprendre que eh bien, le suspect ne porte pas de bague, donc on va pouvoir éliminer tous les suspects qui détiennent une bague, et portent un chapeau, donc tous ceux qui n'ont pas de chapeau, on va les mettre de côté, etc., etc. Donc voilà, il y a un gros côté mystère de Pékin, effectivement, dedans. D'autant plus qu'il est porté par un matériel original avec un scanner, voilà, qui nous permet, vous le voyez un petit peu là, ici, le scanner, qui nous permet, lorsque l'on passe un accessoire, en fait, dans la machine, eh bien, de voir si les renards possédant ces accessoires peuvent être considérés comme suspects ou pas. Donc voilà, je vous dis, c'est un petit peu le mystère de Pékin like en fait de cette nouvelle génération, on va dire. En moins bien quand même, parce que les mystères de Pékin, il y avait tout un tas d'autres matériels dedans, avec le miroir où tu pouvais lire voilà, à l'envers, avec le filtre rouge, etc., etc. Après, ça s'adresse à un public beaucoup plus jeune que les mystères de Pékin, pour le coup, hein, puisque je vous l'ai dit, c'est à partir de 5 ans quand même. Donc là, en fait, on n'a pas besoin de lire, en fait, dans ce jeu. À chaque fois, on a le droit entre deux choix. Soit on va aller essayer de chercher un accessoire, en fait, et de le passer au scanner pour voir si les suspects possèdent cet accessoire ou pas, comme je l'ai dit. Mais on va pouvoir aussi avoir le choix d'observer, en fait, les suspects, et donc, du coup, de révéler ici les cartes que vous avez autour du plateau de jeu pour, tout simplement, avoir des suspects disponibles. La mécanique est basée sur un Yahtzee, tout simplement, c'est-à-dire que, voilà, vous lancez les dés, vous décidez, vous pouvez le lancer 3 fois, à chaque fois vous en mettez de côté et vous décidez de continuer ou pas, et puis à chaque fois en fait si vous décidez d'observer il faut obtenir des yeux avec les dés, et si vous décidez de vous déplacer il faut obtenir des petites patounes avec les dés tout simplement. Donc il faut vraiment trouver le bon équilibre comme ça entre observer des suspects, révéler des cartes et puis aller passer les accessoires au scanner, sinon on n'avance pas et sinon le renard va gagner. Donc ici on a la menace représentée par le renard qui descend la route et qui va rejoindre son terrier, et donc quand il est arrivé au bout il aura gagné, lui il se sera échappé. Moi je trouve que voilà, en termes de graphisme c'est assez banal. Après c'est un jeu qui est assez fun, voilà, c'est des poules qui mènent l'enquête, la police mène l'enquête, même il y a marqué sur la boîte. Alors ici on a Taluva, on en a déjà parlé dans un précédent marathon ludique, dans le dernier en plus je crois, donc je vais passer assez rapidement dessus. C'est un jeu de tuiles, mais un jeu de tuiles alors du coup qui va se jouer ici en 3D, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre les tuiles les unes sur les autres et construire des paysages comme ça qui vont être en relief. Donc ça permet quoi? Ça permet d'écraser les villes adverses, ça permet aussi de bâtir des bâtiments spéciaux qui sont les tours, voilà, et qui vont rapporter des points. Alors ça marche
marche pas forcément comme ça dans Talouva, c'est un décompte de score comme ça, graduel. On va d'abord compter qui a le plus de temples, puis ensuite qui a le plus de tours, puis ensuite qui a le plus d'habitations. Vous irez regarder, je ferai une vidéo sur Talouva sans tarder, voilà, pour de manière à mieux expliquer ce jeu. Mais c'est un jeu qui propose pas mal de choix, qui est passionnant vraiment si vous êtes fan de jeux de tuiles. Puis il y a ce côté, voilà, bâtir en relief qui est vraiment très intéressant, ça donne vraiment une aire de jeu qui est plutôt esthétique à la fin de la partie. C'est un jeu dans lequel on est toujours en train d'optimiser ses placements, mais aussi d'essayer d'embêter les autres, puisque voilà, on voit vraiment sur le plateau quel va être le score si on en reste à ce stade-là. Donc moi je le recommande chaudement si vous aimez ce style de jeu là, si vous aimez les Gaia, si vous aimez les Carcassonne, si vous aimez les Vikings ou les Mondo, Talouva c'est un jeu qu'il vous faut avoir, c'est obligatoire. Voilà, je m'attarde pas plus dessus parce que je vous dis, j'en ai parlé il y a pas longtemps dans le dernier marathon, donc revisionnez-le si vraiment vous voulez avoir plus de détails, et puis je vous dis, je vais faire une vidéo sur Talouva, donc vous saurez tout sur Talouva, sur cette chaîne, un jour. Voilà, je donne pas de date, je prends pas de risque. Aïe aïe aïe, alors là, les amis, un jeu exceptionnel, la course à l'Elysée. Si vous aimez la politique, si vous aimez les jeux de communication, vous allez rigoler. Franchement, la course à l'Elysée, c'est vraiment un jeu culte pour moi, que très peu de personnes connaissent finalement, je me rends compte, mais c'est sûr parce que ça a été... Je pense qu'à sa sortie, ça a été assez anecdotique, il n'y a pas eu beaucoup de battage médiatique autour, c'est pas un jeu qui a énormément buzzé. Alors c'est par les auteurs de la BD best-seller Quai d'Orsay, que je ne connais pas du tout, je ne sais pas qui sont ces gens. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que l'idée de jeu était géniale. C'est un jeu vraiment tout con, tout simple. Vous voyez, hop, on a un plateau de jeu ici qui sert juste de piste de score. En fait, il va falloir gravir les marches de l'Elysée. Et donc, le but du jeu, dans un premier temps, ça va être d'atteindre le second tour des élections, pardon. Alors, on a rejoué à ça, bien entendu, parce que le climat s'y prête, hein, et que donc on est inspiré par l'actualité, et que donc on s'est dit, voilà, ça serait marrant de jouer à ça. Vous allez tous incarner un parti politique. Alors, il y a l'extrême gauche, l'extrême droite, le centre, la gauche, la droite et les verts. Voilà, il y a 6 parties. Donc, vous voyez, en fonction des cases sur lesquelles vous commencez votre tour de jeu, en fait, vous allez soit tout simplement tirer une carte crasse qui va vous permettre de faire monter ou descendre des gens sur les marches. Mais ça, c'est vraiment la partie entracte en fait du jeu. Le cœur du jeu, ce sont les marches débat. Parce que oui, c'est un jeu de débat politique dans lequel vous allez devoir débattre d'un sujet d'actualité et défendre l'une de vos idées. Alors les débats, ça peut porter sur une centrale nucléaire qui a pété, voilà, des sans-papiers qu'il a fallu reconduire à la frontière, que sais-je. Et donc vous allez devoir débattre de ça avec un adversaire politique. Le temps d'un sablier, moi je vous conseillerais 2 sabliers, hein, c'est beaucoup mieux, parce qu'il faut vraiment avoir le temps en fait de parler pour vraiment savourer tout le sel de ce jeu. Et donc des fois vous allez avoir des idées en fait dans votre main qui vont bien coller par rapport au débat, et des fois pas du tout. Vous pouvez par exemple vous retrouver avec une extrême droite qui va défendre la légalisation du cannabis pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est un jeu qui est débile à souhait, mais avec les bons intervenants, il en devient complètement dingue. On se retrouve face à des situations totalement farfelues, et si on a les bons joueurs autour de la table, vraiment, mais c'est un régal. Si vous avez des joueurs qui maîtrisent un petit peu ce langage politique, qui regardent un petit peu de débat, qui ont les réflexes, si vous avez vraiment des gens qui jouent avec les éléments de langage qui vont bien, mais ça devient tout simplement savoureux. Et alors du coup, quand ces débats complètement fous vont être terminés, il va y avoir un vote pour... alors, c'est un petit peu le point noir du jeu. Pour voter en fait pour la personne qui vous a le mieux convaincu, entre guillemets, mais en fait... Faut savoir que sur les cartes, en fait, selon les idées que la personne défend, vous pouvez, vous aussi, bénéficier d'un effet d'aubaine. C'est-à-dire que je parlais de la légalisation du cannabis, par exemple, si c'est moi qui ai le parti des Verts, admettons que l'extrême droite ait défendu la légalisation du cannabis, si je me dis, c'est une idée à la base plutôt écolo, je vais aussi, moi, profiter du fait qu'il gravit les marches de l'Elysée. Donc forcément, mécaniquement, stratégiquement, je vais voter pour lui, même si j'ai pas forcément été convaincu par son discours. Même si la personne a été moins drôle, moins efficace, etc., etc. Donc après, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je recommande, alors là, la partie qu'on a faite récemment, du coup, on a pris en compte ces effets d'aubaine, et c'est vrai que ça pourrit un petit peu le jeu, dans le sens où, en fait, ça vaudrait beaucoup plus le coup de récompenser la personne qui a été la plus drôle, voilà, sur le débat, la personne qui a été la plus cohérente, peut-être, dans ses arguments, plutôt que de récompenser mécaniquement en fait la personne qui a l'idée de votre parti. D'autant plus que c'est problématique pour les partis plus centraux. Parce que autant pour l'extrême droite, l'extrême gauche et les verts, c'est plutôt facile de trouver les idées en fait qui correspondent à notre parti. Autant dès que tu pars sur l'EPS, les républicains ou les centristes, c'est beaucoup plus compliqué. Alors que les 3 autres partis sont dans leurs idées, si vous voulez, dans le jeu, et je veux dire tellement caricaturaux, que tu trouves de suite. Donc voilà, ce côté effet d'aubaine pour moi est assez gênant. Je pense que vous pouvez le faire sauter sans aucun problème en plus. Voilà, ça va peut-être augmenter un petit peu la durée de jeu parce que du coup ça fera monter moins facilement les marches. Mais le jeu est assez rapide, le jeu est assez punchy, donc
c'est pas très grave. Alors le jeu est assez daté, hein, parce qu'il est pas sorti là pour ces élections-là, hein. Il est sorti, je crois que c'était en 2012, pour les élections de 2012, ouais c'est ça. D'ailleurs dedans il y a des références que peut-être les plus jeunes d'entre vous ne comprendront pas, hein. Il y a une carte dedans crasse, par exemple, où c'est... Après une intervention dans une émission télévisée, vous descendez de 2-3 marches, il paraît que vous avez voulu dire inflation. Pour ceux qui se rappellent de la campagne de 2012, je pense qu'ils comprendront la référence. C'était une phrase prononcée par Rachida Dati, hein, pour ceux qui cherchent la référence là. Mais c'est un jeu, vous allez vous fendre la margoulette. Alors après, voilà, vous pouvez pas jouer avec tout le monde, parce que je pense que quand même, il faut aimer un tout petit peu au moins la politique, même si, voilà, vous n'avez pas besoin de connaître la politique hein, pour y jouer, mais au moins vous intéresser. En fait, pour que ce jeu soit efficace, il faut, je pense que les gens qui parlent, et les fameux éléments de langage, et les mécanismes, voilà, s'intéressent un petit peu à la politique pour que le jeu d'acteur soit crédible, voilà. Mais respecte le jeu pour que les idées qui soient sorties soient farfelues, débiles, en fait, ce que vous voulez, quoi. Donc du coup, comme tous les jeux de communication un petit peu poussés, hein, comme Il était une fois, comme les Murder Party, etc., etc., si vous avez quelqu'un qui aime pas trop parler, si vous avez quelqu'un que le sujet... voilà, n'intéresse pas trop, si vous avez quelqu'un qui prend pas ça, j'allais dire prendre au sérieux, c'est pas le mot, mais c'est des jeux dans lesquels il faut un minimum de fibres d'acteur, quoi. Et il faut avoir la déconne dans sa tête, en fait, parce que sinon, vous pouvez avoir une personne voilà, qui est pas du tout dans le moule, qui est pas du tout dans le délire, et du coup elle va vous pourrir le jeu. Alors je sais pas si vous arriverez à le trouver du coup d'occasion ou quoi, apparemment, d'après ce que m'ont dit mes cousines, il est disponible neuf. Donc j'étais assez surpris parce qu'il me semblait qu'il avait pas trop marché justement à l'époque, mais bon, voilà. Si vous pouvez le choper, vraiment, allez-y, si vous aimez ce thème-là, je vous dis, jeu de communication politique, etc., foncez. Nous on a fini, voilà, avec un second tour extrême droite, extrême gauche, est-ce prémonitoire pour la suite des événements, je ne sais pas. Alors ici, un autre jeu de communication exceptionnel, moi j'adore vraiment ce jeu. CS Files, il est très bon, celui-là c'est pareil, voilà, je vais même pas vous en parler, achetez-le, non je déconne. Je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit quand même. C'est un party game, voilà, et c'est un jeu de communication. Si vous aimez Mysterium, je pense que vous aimerez CS Files. Moi je trouve que CS Files est bien meilleur que Mysterium encore, vous voyez, pour le coup. Mysterium, moi c'est un jeu que je trouve un petit peu en demi-teinte. CS Files, moi j'adhère à 300%. C'est un jeu auquel vous pouvez jouer entre 4 et 12 joueurs. Alors après, je vous déconseille de jouer à autant de joueurs, voilà. Vous jouez-y à 6, allez, maxi 8, mais vraiment voilà, 6-7 c'est la bonne configuration je trouve. C'est un jeu dans lequel vous allez résoudre un meurtre, un accident, en tout cas voilà, une mort suspecte. Et donc comme dans les loups-garous de tierce lieu, au début vous allez fermer les yeux, on va désigner un meurtrier, peut-être éventuellement son complice, etc. Et donc du coup cette personne-là va tout faire pour essayer de passer entre les mailles du filet, et les autres vont essayer de trouver qui est le coupable. Et s'il y a un complice, il va essayer d'orienter bien entendu tous les témoignages sur la mauvaise piste, lui aussi comme le coupable. Et donc le but du jeu, pour trouver le coupable, ça va être de trouver le bon duo, voilà, arme du crime et preuve du crime. Alors il y a un guide qui ne va pas parler, là comme dans Mysterium en fait, un guide qui va guider tous les autres enquêteurs autour de la table. Donc c'est le médecin légiste en fait, donc il va désigner ici quelle a été la cause de la mort. Alors est-ce que c'est une perte de sang, est-ce que c'est une maladie, est-ce que c'est un empoisonnement, un accident, etc. Et en fonction de ce qu'il va dire, on va pouvoir peut-être ici trouver quel objet est lié à la mort, quelle arme du crime est liée à la mort. Ensuite le médecin légiste va désigner le lieu du crime, est-ce que ça s'est passé dans un hôtel, dans un hôpital, dans un chantier, etc. etc. Et puis il va parler de tout un tas d'autres choses aussi, hein. Il va peut-être aborder la corpulence de la victime, il y a tout un tas de fiches en fait qui vont se rajouter derrière. Il va peut-être rajouter la situation familiale, il va peut-être rajouter, je sais pas moi, l'état d'esprit de la victime, le moment de la journée, peu importe. Et donc tous ces éléments sont censés en fait nous aiguiller vers un duo d'objets. Et moi je trouve que c'est un jeu qui est extrêmement efficace, qui provoque vraiment, qui est vraiment un bon fournisseur d'ambiance là aussi, hein, pas dans le même style que la course à l'Elysée pour le coup, mais on rigole bien. Autour de CS Files, vraiment, moi je trouve que c'est un des meilleurs jeux comme ça de communication et d'enquête. Chacun y va de sa petite théorie, il y a beaucoup de discussions autour de ce jeu, c'est vraiment un jeu de filou quoi en plus. Mais c'est pareil, ça c'est le genre de jeu qu'il vous faut jouer avec modération, parce que si vous y jouez tous les week-ends, bien entendu, il va perdre énormément. Alors, il y a beaucoup de place dans la boîte, je ne sais pas s'il existe des extensions sur CS Files, il va falloir que je me renseigne un de ces quatre quand même. C'est un jeu qui en plus, je trouve qu'au niveau des illustrations est plutôt bien foutu, vraiment il y a une ambiance, il y a une direction artistique qui est plutôt cool. Voilà, c'est un jeu qui est très efficace, très simple dans sa mécanique, dans son fonctionnement, dans son postulat de départ, mais qui est très très efficace. Et moi, celui-là, pour moi, c'est un incontournable. Alors, dernier jeu, avant-dernier jeu de la pile, attention, alors celui-là dessous, il compte pas, il n'y sera pas, c'était juste pour surélever. Sabordage,
sabordage, si vous aimez les jeux de programmation comme ça, complètement chaotiques, c'est parfait. Alors sabordage, c'est sur le thème des pirates, vous le voyez, c'est le bordel, il y a des gros bateaux comme ça qui vont grandir tout au long de la partie. Le but du jeu est d'avoir le plus gros bateau en fin de partie, mais bien entendu, vos adversaires ne vont pas vous laisser faire. Sabordage, en fait, c'est tout simple, c'est un système de draft au départ, c'est-à-dire que vous avez 4 tuiles dans la main qui vont pouvoir constituer, agrandir votre bateau, en fait. Et donc, vous en choisissez une, dessus, il y a tout un tas de choses, il y a des canons, il y a des bombardes, il y a des grappins pour aller attraper les tuiles à côté, il y a des trésors qui vont vous permettre de cumuler des tuiles dessous et puis de développer votre bateau bien plus tard. Il y a tout un tas de trucs, il y a des blindages bien sûr pour éviter les canons des autres, il y a des coussins qui vont permettre de renvoyer les boulets de canon sur l'adversaire. Voilà, et donc du coup en fait, chacun choisit sa tuile en même temps. Et chacun la révèle en même temps, mais également on choisit en même temps en fait l'emplacement de la tuile, c'est-à-dire que soit on va la placer dans tel ou tel interstice en fait ici, vous voyez, hop, on va choisir peut-être de la placer entre la tuile 1 et la tuile 2, ou entre la tuile 2 et la tuile 3, etc. etc. Donc on a des petits gouvernails comme ça qui nous permettent de situer l'emplacement de la tuile à construire. Et donc c'est juste génial. Quand vous posez les tuiles, ensuite, il y a tous les canons dont les mèches sont allumées qui vont tirer, donc ça va péter des parties du bateau à côté, à droite, à gauche, par-dessus, en cloche, enfin comme vous voulez. C'est un jeu de défouloir à souhait, mais c'est un jeu de programmation, donc il est pas tout à fait con. Difficilement contrôlable, hein, faut pas exagérer non plus, parce que voilà, il y a tellement de tuiles disponibles, puis c'est tellement pas évident de s'imaginer ce que l'autre va faire. On peut le deviner un petit peu, mais bon, c'est tellement pas évident de gérer à la fois son voisin de droite et son voisin de gauche, que voilà, c'est un pur jeu défouloir, mais je vous dis, voilà, avec un petit côté tactique quand même. Et puis en plus, il y a ce côté draft, puisque une fois que vous avez bâti votre tuile, les tuiles qui restent dans votre main, vous les passez à votre voisin de gauche ou de droite en fonction du tour. Donc vous savez ce qu'il a dans la main, donc vous pouvez prévoir un petit peu quand même. Donc voilà, moi c'est un jeu, en général, quand je le sors, il a beaucoup de succès, voilà. J'adore ce genre de jeu, en plus le matos est plutôt cool. Un jeu à la fois tactique et chaotique, assez bourrin, il faut le dire, mais très très efficace, véhiculant pas mal de fun là aussi. Le thème des pirates se prête parfaitement bien à la mécanique, moi je vous le recommande chaudement, c'est un petit jeu qu'il faut avoir chez soi. Enfin, petit jeu dans la mécanique, hein, sinon il prend de la place un peu. Hein. Donc sabordage, je pense que je vous en parlerai sur la chaîne aussi, un de ces 4. Alors enfin, pour le dernier jeu, vous voyez, il n'y a plus rien ici sur la table, alors qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous sortir? Il s'agit pas tout à fait d'un jeu, vous allez voir ça. Alors il faut que je me déplace un petit peu pour aller vous chercher ça. Voilà, j'ai récupéré ça chez mes parents, vous voyez, regardez, hop. C'est un flipper, l'Astro Shooter de chez Tommy. Je voulais absolument vous montrer ça, même si c'est pas forcément un jeu de société, c'est un jeu sur lequel j'ai passé ma vie quoi, quand j'étais enfant ou adolescent, un petit peu les deux. C'est un flipper mais qui est super, qui est assez conséquent, voilà, qui a tenu le choc hein, depuis cette époque-là, qui est solide, qui est vraiment à l'époque on fabriquait du bon matos. J'ai réussi à le récupérer là chez mes parents. Je voulais le racheter en fait de casque parce que je pensais qu'on l'avait plus. C'est un flipper qui coûte assez cher maintenant, bien entendu, à la nostalgie aidant et la collectionnite aiguë des gens de ma génération aidant. Mais finalement mes parents l'avaient conservé, donc c'est super. En plus il est en très bon état. Je voulais absolument vous montrer ça quand même parce que c'est vraiment un bel objet. Et du coup, mes filles en ont fait quelques parties là, elles ont adhéré aussi, donc c'est parfait. Il va trôner fièrement dans ma geek room. Alors on est sur des tout petits scores hein, pour le moment, mais voilà, on va pratiquer un petit peu plus, et puis ça devrait aller mieux avec le temps. Ça c'est vraiment top. Et franchement, je sais pas si vous l'avez eu vous quand vous étiez gosse ou quoi, mais si vous arrivez à tomber dessus en vide-grenier, en brocante ou quoi que ce soit. Vraiment super son, super lumière. Donc voilà, c'était le petit moment nostalgie de la vidéo. J'espère que ce marathon ludique vous aura plu. Moi en tout cas j'ai passé de bons moments, même si voilà sur le Codenames j'étais un petit peu énervé. J'espère vous avoir donné à nouveau tout plein d'idées de jeux. Il y a eu de belles découvertes pour moi lors de ce marathon. Pokémon notamment était une excellente découverte. Unlock aussi évidemment, Ligili aussi, c'est de bons titres. Après le reste en général je connaissais à peu près tout. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez pratiqué l'Astro Shooter de chez Tommy. Et en attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas entre temps de mettre les pions sur la table.